Asdiqa, salam alaikum. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez, bien entendu. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite pour le meilleur des cas. Bienvenue sur votre chaîne Bled Mararibia qui attend comme toujours vos encouragements en la partageant autour de vous et auprès de toutes vos connaissances, mais surtout en vous y abonnant en masse pour y être informé en toute primeur, bien évidemment. Merci de nous recevoir chez vous et parmi vous une nouvelle fois. Et cette 169e vidéo vous propose votre ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire ce qui fait la petite discussion à chaque fois entre nous. Le CQFD de votre Bled Mararibia se consacre comme habituellement à l'actualité nord-africaine pour vous la résumer brièvement en quelques lignes, pour ne pas dire en quelques mots. Et ce sont 4 points qui nous semblent importants à nos yeux, qui ont été retenus pour cette séquence. Et je vous les énumère ici. Le premier de ces points, cette Algérie absente du classement des 10 meilleurs pays africains pour investir en 2021. En effet, cette Algérie n'a pas été retenue par le classement des 10 meilleurs pays africains pour investir en 2021. Et cette absence de ce pays confirme une nouvelle fois que l'économie nationale algérienne est plus que jamais en grave crise de dysfonctionnement. Et cette Algérie est jugée de moins en moins attractive. Et si cette posture persiste et dure encore dans le temps, elle ne pourrait plus attirer des investissements directs étrangers, ce fameux initial IDE, indispensable pour le développement d'un pays et son émergence économique. Et c'est dans cette situation-là que nous entamerons notre deuxième point, et ce qui est de cette Algérie, justement, dans cet état et cette situation déplorable. Eh bien, cette Algérie offre un généreux chèque de 100 millions de dollars à des hauts responsables palestiniens, en tout cas, on les présente ainsi, et ces soi-disant responsables palestiniens impliqués jusqu'au cou dans de gros scandales de corruption. Et nous y reviendrons en détail. Il paraît que c'est un geste noble et louable, mais c'est un geste audacieux qui ne risque d'améliorer nullement les conditions de vie déplorables des populations, non seulement palestiniennes, mais surtout algériennes, qui offrent ces 100 millions de dollars. Et pour cause, ce don offert ce lundi 6 décembre dernier par cette Algérie à l'État palestinien a de fortes chances d'être détourné par ces hauts responsables, entre guillemets, de l'autorité palestinienne qui sont impliqués jusqu'au cou dans de gros scandales de corruption. Et toujours, et là nous arrivons à notre troisième point, toujours et de plus en cette Algérie,
en totale dérive. C'est le moins qu'on puisse dire. Les médias, oui, les médias s'y mettent aussi et ont aussi leurs caporaux qui ciblent le voisin marocain en prenant pour preuve à l'appui cette agence officielle de presse algérienne, cette APS, qui a confectionné pas moins, excusez du peu, écoutez quand même le nombre, de 44 dépêches en 24 heures pour s'attaquer au Maroc. Cet arsenal médiatique vient en renfort à d'autres médias publics et privés, canalisés et instrumentalisés par le pouvoir algérien. Et enfin, nous terminerons par ce quatrième point qui est entre la France et le Maroc. Les relations ne sont plus ce qu'elles étaient. Espionnage, délivrance de visas revus à la baisse, tensions avec l'Algérie. Et entre les deux pays, le temps est à l'orage. Ainsi, à ce sujet, Tahar Ben Jelloun nous en avance quelques explications que nous verrons en conclusion de cette séquence. Donc revenons à notre sommaire depuis le début et en prenant le premier point. Donc cette Algérie qui est absente du classement des 10 meilleurs pays africains pour investir en 2021. Il faut savoir que ce classement n'est pas établi par une institution occidentale et l'Algérie ne peut pas lui reprocher son obédience à des lobbies étrangers hostiles à sa souveraineté nationale. Et pour cause. Oui, et pour cause, à l'origine de ce classement, nous retrouvons la Rand Merchant Bank, la fameuse RMB, institution financière sud-africaine, filiale du groupe bancaire First Rand, l'un des plus puissants groupes bancaires en Afrique du Sud, qui publie annuellement un classement des pays les plus attractifs pour les investisseurs en Afrique. Et pour 2021, cette banque africaine a rendu public son classement des pays africains les plus attractifs pendant et après la Covid-19. Et ce classement s'appuie sur divers critères très concrets et pratiques. En effet, cette institution bancaire sud-africaine classe les meilleures destinations d'investissement en Afrique sur la base des principes de l'activité économique et de l'environnement opérationnel des entreprises. Cependant, l'approche de 2021 a pris en compte des facteurs clés tels que les scores fiscaux et les plans de développement qui sont essentiels à l'attraction des investissements à l'ère de la Covid-19. Et l'Algérie ne correspond à aucun de ces critères. C'est ce qui explique son exclusion du top 10 des pays africains les plus intéressants et attractifs pour les investisseurs étrangers en 2021. Les autorités algériennes ont travaillé sur un plan de relance économique très théorique qui ne contient aucune feuille de route concrète et ambitieuse pour redémarrer l'économie nationale algérienne. Les investissements publics sont gelés et réduits au minimum syndical, disons-le, empêchant ainsi la croissance économique d'être dopée par des financements publics qui pourraient largement profiter aux entreprises algériennes en grosses difficultés financières
faute de nouveaux marchés. Ces paramètres ont fait que l'Algérie ne peut pas concurrencer les autres pays classés dans ce top 10 de la Rand Merchant Bank RMB, à l'image de l'Égypte et du Maroc, classés en tête des destinations d'investissement en Afrique du Nord. L'Égypte occupe la première place de ce classement. Ceci grâce aux mesures rapides qu'elle a mises en place pour maintenir la croissance de son économie malgré les défis de la Covid-19. Le Maroc vient en deuxième position du fait que son économie continue de bénéficier d'une stabilité politique précieuse dans la région avec son fonds spécial de lutte contre la pandémie qui a été créé en 2020, représentant quelque 2,7% du PIB, produit intérieur brut, dont 2/3 des fonds devaient être fournis par des sources privées et le reste par le gouvernement. Malheureusement, aucune mesure similaire n'a été appliquée ou mise en œuvre par les autorités algériennes pour protéger son développement économique contre les conséquences de la pandémie de la Covid-19. Plusieurs pays africains, pourtant très modestes, figurent dans ce classement grâce à leur bonne gestion de leur économie nationale, à l'image du Rwanda, par exemple, qui a fait ses preuves dans l'amélioration de son environnement des affaires. Et ce pays s'est même doté d'une stratégie nationale de transformation, cette fameuse NST, pour soutenir divers investissements dans les secteurs de la construction et de l'énergie au cours des prochaines années. Dans ce top des meilleurs pays africains pour les investissements en 2021, nous retrouvons aussi le Ghana, le Botswana ou la Tanzanie, sans oublier bien évidemment l'Afrique du Sud ou la Côte d'Ivoire, des pays qui se distinguent tous par un volontarisme manifeste en faveur d'une transformation accrue de leurs économies, avec des modèles pragmatiques permettant à des investissements de se réaliser sur leur territoire national. Eh bien, c'est tout le contraire de l'Algérie, qui fait peur actuellement, inquiète même, et complique la vie aux rares investisseurs qui sont encore liés à son économie. Et c'est ici que nous arrivons en lien direct avec ce premier point. Donc nous arrivons à notre deuxième sujet de cette séquence, et qui est lié donc au précédent. Eh bien, cette Algérie, dans ces conditions-là, offre 100 millions de dollars à des hauts responsables palestiniens impliqués jusqu'au cou dans de gros scandales de corruption. Et nous y allons dans les détails maintenant. Il paraît que c'est par fidélité à la glorieuse histoire révolutionnaire de cette Algérie et à l'engagement immuable de tout le peuple algérien, soutenant la cause palestinienne juste en toutes circonstances et en application des résolutions pertinentes de la Ligue arabe. Eh bien, l'État algérien a décidé tout simplement de remettre ce chèque comportant une contribution financière de la part de l'Algérie de l'ordre de 100 millions de dollars à notre frère, son Excellence Abou Mazen, président de l'État palestinien et de l'Organisation de libération de Palestine. Fermons les guillemets, a déclaré ce pseudo-président athée, ce président algérien, lors d'une conférence de presse conjointe animée lundi dernier
avec son homologue palestinien, ce Mahmoud Abbas, qui a effectué une visite d'État en Algérie. Cette annonce a suscité tout de même, ce qui est légitime et à juste titre, une très vive polémique en Algérie, et de nombreuses voix se sont élevées pour s'interroger sur le bien fondé de ce don très généreux. D'abord, cet athée n'a consulté aucune instance, ni le Parlement, ni le Conseil de la Nation, pour remettre ce chèque onéreux de 100 millions de dollars, une somme considérable, pour ne pas dire colossale, qui sera versée par une Algérie étouffée par l'une des pires crises financières de son histoire, à une Palestine dirigée actuellement par des dirigeants plus que jamais contestés et controversés. En effet, cette autorité actuelle en Palestine ne peut fournir aucune garantie concernant le bon usage de ces 100 millions de dollars. Et le détournement de l'argent destiné à l'aide du peuple palestinien est une vieille habitude chez les dirigeants de l'autorité palestinienne. Rappelons-nous-en de ces scandaleuses révélations du Panama Papers en 2016 concernant la fortune offshore de l'autorité palestinienne. Commençons par l'un des fils de Mahmoud Abbas, ce président de l'autorité palestinienne, qui est accueilli en ces moments avec tous les honneurs à Alger, détenait près d'1 million de dollars, oui, près d'1 million de dollars d'actions dans une société des îles Vierges britanniques, l'un des plus sombres paradis fiscaux. L'affaire est née dans le secret du cabinet fiscal Mossack Fonseca, rappelons-nous-en, au Panama, en immatriculant en septembre 1994 la société Arab Palestinian Investment Company, cette fameuse APIC, aux îles Vierges britanniques. Yasser Arafat lui-même était alors le chef de la Palestine, où Mohamed Abbas a conduit la délégation palestinienne qui a signé les accords d'Oslo 1 an plus tôt. Les actionnaires de la société Arab Palestinian Investment Company, APIC, se réunissent la première fois le 24 mai 1995 à l'hôtel Sheraton de Dubaï, où le cheikh Omar Agad, un homme d'affaires saoudien d'origine palestinienne, est nommé administrateur. Il évoque, selon le procès verbal, les objectifs généraux de la société, la situation économique dans le monde arabe et les territoires occupés, ainsi que les obstacles rencontrés par les investisseurs, tout en manquant de souligner qu'il leur fallait créer des emplois pour éviter que l'économie palestinienne ne pâtisse de celle d'Israël. Un prétexte, quoi. Effectivement, en 20 ans, cet APIC est devenu un géant économique en Palestine et la société a aujourd'hui des activités dans presque tous les domaines. L'alimentation, le matériel médical, la communication, les véhicules ou les centres commerciaux. Elle est même cotée depuis 2014 à la bourse palestinienne. Son directeur général et président du conseil d'administration est Tariq Agad, fils de Omar Agad. Donc ça reste toujours dans la famille. Et les liens entre APIC, donc cette société sous consortium, et l'autorité palestinienne ne sont d'ailleurs pas seulement financiers.
puisque Mohamed Rachid, proche, confident et gestionnaire financier de Yasser Arafat, était membre du conseil d'administration de cette APIC. En 2012, un tribunal palestinien l'a jugé coupable par contumace du détournement de plusieurs millions de dollars. Or, en 2011, un nouveau membre a fait son entrée au conseil d'administration d'APIC, Tariq Abbas, l'un des fils du chef de l'autorité palestinienne, et sa nomination était connue. Mais les Panama Papers sont passés par là et révèlent qu'il détenait en juin 2013 pour 982 000 dollars d'actions dans la Société des îles Vierges. Et Tariq Abbas est par ailleurs un homme d'affaires puissant. Et il était déjà directeur général adjoint de l'agence de communication Sky, qui domine le marché publicitaire palestinien, lorsque APIC l'a racheté en 1999. Et il en est devenu le président du conseil d'administration de cette APIC, cette même APIC. Et Mahmoud Abbas lui-même n'est pas en reste. Lui-même est cité également dans des affaires de corruption très troublantes, puisque c'est lui qui a tout orchestré pour prendre le contrôle d'un puissant fonds d'investissement, ce qui est appelé le Palestinian Investment Fund, le PIF. Ce PIF n'a rien à voir ou n'a rien à envier au fameux PIF de la junte militaire algérienne, qui offre 100 millions de dollars. Ce décret présidentiel place donc ce PIF palestinien plus directement sous le contrôle du cabinet du président, écrit par un certain Jack Wallace, alors consul des États-Unis à Jérusalem, dans un câble de février 2006 dévoilé par un certain Wikileaks. Le portefeuille d'investissement de plus d'1 milliard de dollars de ce fameux PIF est maintenant mieux contrôlé par le président Mahmoud Abbas, toujours lui, grâce à un conseil d'administration qu'il a choisi sous son autorité et à l'exception des postes ministériels. Mais l'autorité palestinienne n'a certes pas d'action dans cette APIC. Mais le PIF, lui, oui, détient 18% du capital de la société offshore révélé par le scandale Panama Papers. Il est à signaler en outre que la famille de Mahmoud Abbas est liée directement à plusieurs business florissants. Son fils Tariq était directeur général adjoint de l'Arab Palestinian Shopping Centers Company, qui possède plusieurs centres commerciaux dans les territoires occupés, et membre du conseil d'administration d'Unipal General Trading Company, le principal distributeur des territoires qui vend des produits alimentaires, des cigarettes, des cosmétiques, etc. L'affairisme de Mahmoud Abbas et de sa famille a longtemps révolté et répudié les Palestiniens, qui n'ont jamais hésité à manifester leur colère contre leur corruption généralisée. En juillet 2021, il n'y a pas longtemps, une vague de manifestations a secoué plusieurs villes des territoires occupés après la mort d'un militant des droits humains critique des dérives du pouvoir. Les manifestants palestiniens ont réclamé justice après la mort, le 24 juin dernier, à Ramallah, d'un célèbre militant des droits de l'homme, ce fameux Nizar Bennett, qui s'est fait connaître grâce à des vidéos postées sur les réseaux sociaux dénonçant la corruption qui gangrène l'autorité palestinienne. Le décès à 43 ans de ce critique de l'autorité palestinienne, quelques heures après son interpellation par les forces de sécurité et après avoir été
abattu ou battu à mort selon sa famille, a provoqué un vent de colère d'Hébron à Ramallah en passant par Bethléem. Abbas, entre guillemets, dégage. Encore entre guillemets, abat le régime militaire. Encore une nouvelle fois, entre guillemets, non aux assassinats politiques. Des centaines de manifestants ont scandé ces slogans lorsqu'ils se sont rassemblés à quelques centaines de mètres de la Moqata, le palais présidentiel protégé par une importante présence policière, avec certaines routes protégées par une importante présence policière de nouveau, et des routes fermées en amont pour empêcher l'arrivée de manifestants d'autres villes. Et pendant ces manifestations, la corruption de l'entourage de Mahmoud Abbas a été durement et publiquement dénoncée. Signalons enfin que le mandat de président de l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas a expiré depuis déjà plusieurs années, à savoir depuis 2009, et au lieu de renouer avec la voie démocratique, c'est-à-dire d'organiser des élections présidentielles et législatives libres et pluralistes dans les territoires palestiniens, Mahmoud Abbas s'est accroché au pouvoir sans aucune légitimité. Cette dérive autoritaire est au cœur de la colère populaire des Palestiniens qui sont nombreux à souhaiter le changement. C'est dire que l'Algérie a remis un chèque de 100 millions de dollars à un dirigeant qui n'illustre nullement les valeurs révolutionnaires du peuple palestinien et qui n'a absolument aucune légitimité pour le représenter, sans oublier les risques avérés de voir cet argent filer vers les comptes bancaires personnels des dirigeants fidèles à Mahmoud Abbas, sans que le pauvre citoyen palestinien ne puisse sentir son odeur. N'est-ce pas là un nouveau scandale absolu que l'Algérie vient de mettre sur le tapis? Ainsi, nous arrivons à notre troisième point, troisième thème de cette séquence. Et toujours pour rester dans cette même Algérie en totale dérive, les médias, oui, cette fois-ci les médias, ont aussi leurs caporaux et le Maroc pour cible privilégiée. Et c'est désormais un secret de polichinelle. Pour s'attaquer au Maroc et lui porter préjudice, tous les moyens sont bons pour ce régime, ce vieux régime algérien. Et cette hostilité, cette haine et cet acharnement se manifeste clairement dans le traitement médiatique réservé au royaume marocain et à son intégrité territoriale surtout. Ainsi, les fake news, les manipulations, les montages et les trucages fleurissent un peu partout dans ces médias et qui sont les instruments de l'autre sale guerre que mène le pouvoir algérien contre les intérêts du Maroc. Écoutez bien, en l'espace de 24 heures seulement, de mercredi à jeudi dernier, 24 heures seulement, un jour, l'agence officielle de presse algérienne, APS, a confectionné pas moins de 44 dépêches, excusez du peu, en arabe et en français, sur plusieurs thématiques bien choisies pour s'en prendre au royaume marocain, ce que rapporte le quotidien El Ahdath Al-Maghribiya dans son édition de ce mardi 7 décembre. Les thématiques précisent les sources du quotidien, s'articulent autour des bombardements fictifs
inventé, imaginaire, du Polisario, de la guerre entre le Maroc et les séparatistes du Polisario, de l'annulation des accords entre le Maroc et l'Union européenne. Je ne sais pas où est-ce qu'ils sont allés chercher cela, ainsi que de la violation des droits de l'homme au Maroc. Et quand cette APS ne produit pas de dépêche, elle monte au créneau pour relayer des fake news, inventées de toutes pièces, rapportées par d'autres médias publics et privés qui œuvrent dans le giron du pouvoir militaire algérien. Cette sale guerre médiatique, dénuée d'éthique et de déontologie en matière de traitement de l'information, consiste également à amplifier et à manipuler des manifestations sociales au Maroc pour leur donner des connotations politiques et les présenter comme des mouvements rebelles contre ce qu'ils appellent le Mrzen. Autant dire que ces caporaux, ces vieux caporaux du pouvoir algérien ont mis en place une feuille de route pour ces médias qu'ils instrumentalisent pour servir leur propre dessein. Et dans ce sillage, poursuit El-Ahdath, la dernière visite du ministre israélien de la Défense a été une occasion pour l'APS de pondre une série de dépêches d'une rare hostilité, véhiculant la haine à l'encontre du Maroc et allant jusqu'à confectionner une dénonciation de cette visite par le parti du Front de la jeunesse démocratique pour la citoyenneté. Et quand il n'y a pas de production médiatique locale ciblant le Maroc, eh bien l'APS met le cap sur la presse internationale en vue de dénicher une information allant à l'encontre des intérêts du Maroc pour la reformuler et lui donner une toute autre dimension sur son fil d'actualité. Enfin, quand il n'y a rien à balancer sur ce fil, les vieux caporaux médiatiques passent à la fabrique de l'information. Ils l'inventent, quitte à décontextualiser une vidéo ou une image pour leur donner un tout autre sens interprétatif à leur guise, jusqu'à qu'ils aient satisfaction. Bref, ce pouvoir algérien et ses médias mettent tout en œuvre décidément pour nuire à cet État-nation qu'est ce royaume marocain. Enfin, nous arrivons à notre quatrième et dernier point, dernier sujet de notre dernier sujet d'aujourd'hui et qui concerne la France et le Maroc. Et il apparaît que leurs relations entre ces deux pays ne sont plus ce qu'elles étaient. Bien évidemment, à travers ce qu'ils appellent l'espionnage, la délivrance de visas revue à la baisse, tension avec cette Algérie dont on vient de décrire la physionomie, et entre les deux pays, la France et le Maroc, le climat est à l'orage. Et ainsi, grâce à Tahar Benjelloun, qui nous donne quelques explications, en tout cas ses explications, en affirmant que le Maroc est déçu et les Marocains ne comprennent pas la politique française au Maghreb, puisqu'ils suivent avec intérêt la campagne électorale en captant les diverses chaînes françaises. Ils ne comprennent pas non plus que la Tunisie soit laissée à son sort, ni que le peuple algérien ne reçoit pas d'encouragement dans sa lutte digne et pacifique
contre la junte militaire qui le bâillonne. L'histoire des visas, entre parenthèses, les consulats ont eu l'ordre de réduire de moitié la délivrance des visas pour entrer en France. Donc l'histoire des visas est absurde. Et c'est ainsi que des routiers qui desservent l'Europe sont bloqués en se trouvant ou en se retrouvant au chômage, avec y compris des hommes d'affaires, oui, des hommes d'affaires, des étudiants ou de simples touristes sont empêchés de se rendre tout simplement en France. De plus, depuis lundi 29 novembre, toutes les frontières marocaines sont fermées pour au moins 2 semaines, ce qui n'est pas une réponse à la manière peu diplomatique dont le secrétaire d'État au commerce, ce Frank Riester, en visite au Maroc, a répété que la décision de délivrer moins de visas sera maintenue, quoi qu'il se passe. Mais non, mais non. Non, parce que le Maroc ne veut que se protéger de ce qui est appelé ce nouveau variant. Variant, virus, bien entendu. Les consulats marocains ne refusent pas de reprendre des clandestins, car ils les acceptent quand ils sont marocains. Or, ces immigrés illégaux sans documents ne sont pas tous des Marocains. Le ministère de l'Intérieur ne fait pas la différence entre des Tunisiens, des Algériens et des Marocains, parce qu'un consulat marocain ne peut pas rapatrier des Algériens ou des Tunisiens. Et le différend vient de là. Mais la réaction de la France ne s'est pas fait attendre. Et on punit tout le monde. C'est l'explication que donne un haut responsable à l'ambassade du Maroc en France. Cette façon de faire est nouvelle et elle n'est pas très cohérente, car cela veut dire que le pouvoir actuel ne connaît pas bien la susceptibilité maghrébine. Disons que Macron, le président Macron, n'a pas de sensibilité maghrébine ni arabe, à moins que la vente de 80 avions Rafale aux Émirats arabes, ici entre parenthèses de nouveau un record dans l'histoire de la Ve République française, ne le rende plus attentif au monde arabe dans sa diversité et sa complexité. L'influence de la culture française n'est pas en reste non plus, puisqu'elle passe par un mauvais moment actuellement, alors que de plus en plus d'étudiants s'inscrivent au British Council pour apprendre l'anglais, parce que des familles qui ont des moyens, oui, des familles qui ont des moyens, préfèrent envoyer leurs enfants étudier aux États-Unis, en Angleterre ou encore au Canada. Des panneaux publicitaires sont rédigés entièrement en anglais. Donc il y a un recul et aussi une mauvaise humeur. Est-ce là un désamour? Et la question est posée. La politique française dans la région est dominée par la culpabilité exercée par le régime algérien sur la France. Et après le courageux constat à propos de la rente mémorielle du régime algérien, Macron a tenté d'apaiser la tension entre les deux pays. L'ambassadeur algérien en France, qui avait quitté précipitamment son poste, va fort probablement et sans aucun doute reprendre ce poste très bientôt,
Et on sait que la diffusion l'été dernier de l'hypothèse que le Maroc aurait fait écouter Macron et d'autres personnalités de son gouvernement a provoqué une grande colère chez ce président. Mais le Maroc a nié et a intenté même un procès pour diffamation et diffusion de fausses nouvelles à ceux qui se cachent derrière ce scandale. Il a même plaidé ce lundi dernier devant le tribunal de Paris la recevabilité de ses plaintes contre le consortium d'investigation Forbidden Stories, cette ONG Amnesty International et plusieurs organes de presse dans Le Monde et Mediapart. En tout cas, le Maroc nie absolument l'espionnage de masse qui lui est reproché. Et il n'empêche, la France a tout de même mal réagi. Cette affaire des écoutes mettant en avant le Maroc en particulier, alors que l'on apprend tardivement que plusieurs pays de l'Union européenne, dont l'Allemagne, utilisent ce fameux logiciel Pegasus, a été savamment utilisé par les médias européens pour attaquer le royaume marocain, lequel a perçu cela comme une campagne médiatique destinée à lui nuire sur tous les plans. On ne sait pas si les deux chefs d'État se sont parlé. Le fait est que la politique de la France à l'égard du Maroc a changé. Et disons-le, que ce pays, qui a toujours bénéficié de relations privilégiées, se trouve aujourd'hui traité avec une certaine tiédeur, disons, surtout depuis les accords dits d'Abraham, où la France n'a joué aucun rôle. Elle est incapable même de faire quoi que ce soit qui puisse chagriner les dirigeants algériens, lesquels ne cessent de pester et d'accuser le Maroc d'avoir installé l'entité sioniste, entre guillemets, à ses frontières, alors que la junte militaire algérienne appelle à la guerre et refuse toute main tendue de la part du Maroc. Elle pense qu'en attaquant le Maroc, elle résoudra ces graves problèmes que posent les manifestants depuis plus de 2 années. Et l'histoire des visas n'est qu'un aspect de cette mauvaise humeur de l'Élysée, sachant que le Maroc a commencé à regarder ailleurs en diversifiant ses relations internationales et surtout commerciales. Apparemment, le royaume marocain commence à ne plus être focalisé sur la France et la francophonie, puisque des émissions sur des radios privées ont relevé cette tendance en organisant des débats pour essayer de comprendre pourquoi des Marocains se détachent peu à peu de la sphère française. Ceci est un signe non négligeable, mais cela se verra sous d'autres cieux, probablement, fort probablement, n'est-ce pas, chers fidèles. Et donc, chers amis et chers adeptes de la chaîne, c'est ici que prend fin la séquence d'aujourd'hui, en prenant congé de vous, mais néanmoins, nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un immense plaisir, comme d'habitude, au travers de votre Ce qui fait débat, ou ce qui fait notre petite discussion entre nous à chaque fois. Un tout grand merci pour votre confiance, pour votre fidélité, pour votre patience et surtout pour votre participation, de nous écouter jusqu'au bout des séquences. Mais néanmoins, ne nous oubliez pas de nous aider mutuellement, mais surtout d'aider votre chaîne en vous y abonnant très très nombreux afin d'être informés rapidement et surtout en partageant au grand maximum autour de vous et auprès de vos connaissances toutes les séquences vidéo que vous visionnez.
Au revoir les amis, al-asdiqa, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.